Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à ce cinquième webinaire Je suis ex-filière déficience. Je vois qu'il est 17h35. On va pouvoir bientôt commencer. On va peut-être attendre juste 1 ou 2 minutes que les derniers participants se connectent. Sachant qu'aujourd'hui, nous sommes réunis pour écouter le réseau Malformation et maladies congénitales du cervelet sur la thématique cervelet et troubles oculomoteurs. Donc on aura deux présentations. Une du docteur Drumar, cervelet et examen ophtalmique, et une du docteur Rougeau-Young, troubles cérébelleux avec troubles de l'oculomotricité. Suite à ces deux présentations, ou peut-être entre les deux, en fonction de comment vous préférez organiser les choses, on fera un petit temps de questions-réponses avec les quelques personnes qui sont connectées, sachant que le replay intégral sera disponible comme d'habitude pour tous les participants et que nous diffuserons sur notre chaîne YouTube la partie présentation uniquement, pas les échanges un petit peu informels qu'on peut faire avec les questions-réponses. Donc comme dit, voilà, on attend juste une dernière petite minute et Dr Druma, si vous voulez commencer, je vais hop, arrêter le partage de la feuille d'introduction. Voilà. Et vous avez la main pour partager et commencer votre présentation dès que vous êtes prête. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir permis de vous présenter ce petit rappel sur les troubles neuro-ophtalmologiques des syndromes cérébelleux que j'avais déjà présenté l'an dernier au Centre des malformations et des maladies congénitales du cervelet. Alors, en introduction, les ataxies, vous le savez tous mieux que moi, c'est étymologiquement désordre, c'est aussi appelé syndrome cérébelleux. C'est un ensemble de pathologies neurodégénératives du cervelet et ou du tronc cérébral qui vont donner des troubles de la coordination des mouvements volontaires sans faiblesse musculaire, de l'équilibre et une atteinte oculaire qui est donc, moi, ce qui me concerne puisque je suis ophtalmologiste. L'atteinte oculaire touche l'oculomotricité et porte sur les voies supranucléaires. Donc, je distinguerai deux parties. D'une part, les anomalies des mouvements oculomoteurs qui sont consécutives à l'atteinte du cervelet et d'autre part, les signes ophtalmologiques non spécifiques, autres qui peuvent orienter vers une atteinte du cervelet au cours de l'examen ophtalmologique ou l'accompagner. Alors, les anomalies de l'oculomotricité, donc il y a des anomalies des mouvements oculaires anormaux spontanés. Il faut éviter deux écueils. D'une part, le retard de diagnostic dans un opsoclonius myoclonus. En général, c'est facile à éviter parce que ce sont des anomalies tellement spectaculaires que ce sont des enfants qui sont en général rapidement vus. Mais il faut surtout plutôt éviter des examens invasifs, inutiles ou coûteux dans certains troubles plus minimes, comme entre autres comme un flotteur idiopathique avant l'âge de 1 an. Et ça, c'est parfois plus difficile parce qu'on est vite inquiet quand les yeux bougent tout seuls. Il faut reconnaître un nystagmus cérébelleux ou un nystagmus de fosse postérieure devant un nystagmus, celui qu'on appelle le gaze-evoked nystagmus, qui est un nystagmus acquis, dans lequel on a à la fois une composante horizontale et verticale, et qui, chez le jeune enfant, a pour diagnostic différentiel essentiel le nystagmus congénital ou le syndrome du nystagmus infantile précoce, dans lequel les secousses des yeux vont toujours dans le même sens, quelle que soit la direction du regard. Et enfin, il faut savoir reconnaître des ondes carrées qui sont typiquement une atteinte du cervelet, surtout chez des enfants un petit peu plus grands. Alors, dans l'examen de l'oculomotricité, on va d'abord évaluer la stabilité oculaire en position primaire et dans les différents mouvements des yeux. Et alors, ce que je trouve vraiment important au début, c'est de regarder les yeux de l'enfant d'un petit peu loin. C'est-à-dire que, surtout un jeune enfant, il est assis sur les genoux de sa maman, on parle avec la maman, on fait l'interrogatoire, on parle de l'ensemble des signes, des circonstances de découverte, et sans avoir l'air de s'intéresser à l'enfant, on regarde comment bougent les yeux et on va pouvoir dire si les anomalies concernent les deux yeux ou un seul des deux yeux, si ce sont des mouvements conjugués ou non, c'est-à-dire que les deux yeux bougent dans le même sens, si elles sont présentes dans toutes les directions du regard ou dans une seule direction du regard. Si les secousses sont uniquement lentes, à ce moment-là, ce sont des anomalies pendulaires, des nystagmus pendulaires. Si elles sont uniquement rapides, ce sont des intrusions saccadiques, ondes carrées géantes, flutter opsoclonus.
Et si on a une phase lente plus une phase rapide, c'est ce qu'on appelle le nystagmus à ressort. Et on va regarder aussi si l'enfant adopte une position de blocage ou de torticolis, qui est la tête légèrement tournée ou penchée dans une direction ou l'autre, pour utiliser la zone de moindre mouvement dans laquelle il voit le mieux. Alors, les anomalies de l'oculomotricité vont toucher des anomalies des poursuites. On va avoir des poursuites qui peuvent être saccadiques et des anomalies des saccades avec des saccades hypométriques, hypermétriques ou une apraxie oculomotrice. Elles peuvent nécessiter un enregistrement des mouvements. Là, comme vous le voyez chez cet enfant, on a mis des petites électrodes de part et d'autre des deux cantilles et comme ça, on va pouvoir enregistrer les anomalies de la poursuite ou des saccades. Alors, voici quelques exemples. Ici, on a sur une poursuite verticale, là, ces deux sections-là, c'est la poursuite verticale, on va avoir un nystagmus avec une phase rapide, une phase plus lente. Ici, sur des mouvements horizontaux, on va avoir clairement des saccades hypométriques avec une saccade qui se fait en deux temps de façon très régulière, donc elle est vraiment hypométrique. Ici, on va avoir une poursuite horizontale saccadique. Vous voyez, elle y a des petits décrochés, elle n'est pas lisse sur les deux yeux. Et ici, on va avoir les fameuses ondes carrées qui sont extrêmement caractéristiques. Alors, on différencie dans les mouvements oculaires anormaux les pseudonystagmus, le flotteur, les ondes carrées, le psoclonus, le nystagmus retractorius, le bobbing, les myokymie et les vrais nystagmus et les anomalies des saccades, qui ne sont pas une anomalie des mouvements oculaires, parce que c'est une anomalie de l'initiation de la saccade, avec un grand mouvement de la tête, mais il n'y a pas de mouvement spontané oculaire anormal. Donc la conduite à tenir, bah, c'est un examen attentif du mouvement des yeux qui va permettre de définir le mouvement, qui va orienter vers une étiologie et guider les examens complémentaires. Et finalement, souvent, ça fait toujours un petit peu peur, en tout cas aux internes en ophtalmologie, ça fait toujours un peu peur le nystagmus chez l'enfant, mais c'est finalement beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Alors voici ici la première des anomalies, c'est l'apraxie oculomotrice, qui est une anomalie dans l'initiation de la saccade. Donc en fait, l'enfant fait un mouvement compensateur de la tête, donc il commence en général par un clignement des yeux pour interrompre la cible qu'il est en train de regarder, puis il va jeter la tête latéralement au-delà du point d'intérêt visuel pour mobiliser les globes oculaires à l'aide du réflexe vestibulo-oculaire, parce que le but c'est de mettre la cible sur la fovea pour pouvoir la voir de façon stable. Puis la tête est lentement ramenée vers la position initiale, alors que les yeux restent fixés sur la cible. Et pas, à l'inverse, les mouvements réflexes vers une cible sonore ou vers une cible en mouvement, ou les mouvements verticaux sont normaux. Donc voici ici le cas d'un petit garçon qui a un syndrome de Joubert. Alors lui, il a une dystrophie rétinienne en plus et il a une apraxie oculomotrice typique, voilà, mais il n'a pas de nystagmus constant. Alors, la physiopathologie, c'est une atteinte des centres moteurs au-dessus du tronc cérébral. On le voit dans les maladies de Niemann-Pick de type C, la maladie de Gaucher, la maladie de Tay-Sachs, le syndrome de Joubert, le déficit en vitamine E et la maladie de Wilson, mais aussi dans d'autres malformations. Voici ici ce petit garçon qui avait un diagnostic anténatal de méga grande citerne sur l'IRM fœtal, confirmé sur l'IRM post-natal, avec en plus une dysplasie cérébelleuse et vermienne inférieure droite. Voilà, et donc il a un développement psychomoteur qui, au moment où je l'ai vu, était normal. Et alors, vous voyez, on l'a filmé en tenant le menton pour bloquer la tête. Et alors, on voit qu'il a énormément de mal à réaliser les poursuites horizontales. Parce qu'il a besoin de tourner sa tête pour pouvoir mettre la cible sur la foveola. Deuxième mouvement, le flotteur ou pseudonystagmus, c'est un mouvement intermittent, rapide, voilà, qu'on voit particulièrement bien chez ce bébé. C'est une salve de mouvements horizontaux, aller-retour, sans intervalle intersaccadique, suivi d'une pause, puis d'une reprise des mouvements, comme vous pouvez le voir ici sur ce petit enregistrement. Il faut faire le film des parents
surtout, alors il faut regarder, pardon, le film des parents parce que les parents ont souvent des films et qui sont des fois de meilleure qualité que notre examen si jamais l'enfant a très peur au cours de l'examen, qu'il pleure beaucoup, etc. et qu'on a du mal à voir. Les parents ont souvent des films de bonne qualité. Il faut regarder les yeux des parents et les faire fixer parce que certains de ces flotteurs sont autosomiques dominants. Ils sont déclenchés par des efforts d'accommodation ou de poursuite. En tout cas, le flotteur avant l'âge de 1 an n'est pas inquiétant. Après, il évoque plutôt une cause neurologique, notamment une cause de fosse postérieure. L'opsoclonus ou fureur oculaire ou yeux dansants ou dandinette oculaire. Donc ici, les mouvements sont multidirectionnels. Comme vous le voyez chez ce garçon, il y a des mouvements horizontaux, rotatoires, verticaux. C'est acquis d'installation rapide. Ça réalise le syndrome de Kinsburn quand il y a une altération de l'état général, que l'enfant est grincheux, qu'il a des opsoclonies et des myoclonies, une ataxie cérébelleuse et des troubles du comportement ou du sommeil. Donc vu l'ampleur des mouvements des yeux. Donc, comme c'est acquis, l'enfant, lui, il a des oscillopsies, c'est-à-dire qu'il voit les objets bouger parce que c'est pas congénital, il n'est pas né avec. Et vous voyez ici sur un enregistrement, on a en fait une composante horizontale et une composante verticale. Et donc, on voit qu'il y a des anomalies très rapides sur les deux composantes. Donc, dans 80% des cas, le syndrome de Kinsburn est un syndrome paranéoplasique lié à un neuroblastome. Le diagnostic est parfois difficile. Ça peut être également dû à une infection virale. Chez ce jeune garçon, il a eu un bilan très complet et on n'a pas trouvé du premier coup. Il a eu des bolus de corticoïdes. L'opsoclonus a disparu. Il est réapparu quelques mois après et c'est au deuxième bilan qu'on a trouvé le neuroblastome. Alors, il peut y avoir des diagnostics différentiels. Par exemple, chez cette petite fille, malgré plusieurs bilans très complets et très poussés, on n'a pas trouvé de cause et pourtant, on voit bien qu'elle a des anomalies multidirectionnelles, rotatoires, verticales et horizontales. Chez cette petite fille, Léon a pas non plus retrouvé d'étiologie, mais là, il s'agit d'une cause autosomique dominante puisque son père a la même chose qu'elle, avec une acuité à 10 dixièmes, et son oncle a une acuité à 1 dixième. Et puis, dans le temps, les secousses se sont amendées et sont devenues plutôt horizontales essentiellement. Son acuité est de 1,6 dixième Rossano 1 sur 2, et c'est donc un nystagmus familial, probablement autosomique dominant. Le syndrome d'Ouvrier-Bulson ou tonic up gaze, ce sont des secousses paroxystiques verticales vers le haut. Donc, il y a une déviation conjuguée, vous voyez, de la tête et des yeux. Donc, il y a une flexion du cou en arrière. Les yeux vont monter. Et quand l'enfant va regarder, il va y avoir une secousse de la tête en avant et des saccades rythmées vers le bas. Et donc, le nystagmus du tonic up gaze syndrome, il est battant vers le bas. Hein. Donc, le nystagmus est vertical. Les mouvements horizontaux sont normaux. Ça peut être associé à une ataxie. L'IRM peut être normal ou retrouver une hypomyélinisation, un pinéalome ou des anomalies de la veine de Galien. L'évolution est favorable dans 50% des cas. 25% vont garder une ataxie et 25% des anomalies des mouvements oculaires. Le traitement, je crois, c'est la L-Dopa, mais les neuropédiatres en parleront peut-être plus tôt après moi. Il y a deux diagnostics différentiels. Le upbeat nystagmus intermittent idiopathique, avec lequel il est très souvent confondu, qui sont des secousses verticales paroxystiques déclenchées par une rotation de la tête ou par la mise en décubitus dorsal chez un tout petit nourrisson dans les 2-3 premiers mois de la vie et qui vont disparaître après. Et les révulsions oculaires vraies épileptiques, euh, qui sont des salves qui persistent la nuit. L'IRM peut être normal et l'EEG, par contre, lui, va trouver le diagnostic. Alors ensuite, les ondes carrées, donc autre mouvement qui traduit une atteinte de la fosse postérieure. Vous voyez cette jeune fille, ce sont des mouvements horizontaux, donc comme un aller-retour, qui déplacent brièvement l'axe du regard, qui sont en général de très faible amplitude. Elle est l'ensemble de deux petites saccades spontanées de sens inverse entrecoupées par un plateau de fixation. On a l'impression finalement que l'enfant n'arrive pas à se concentrer et à fixer sur un enregistrement. Ici, c'est particulièrement net. On voit nos petites ondes carrées avec un aller-retour là de même amplitude et qui se produisent exactement en même temps sur les deux yeux. Et donc, chez l'enfant, ça traduit une atteinte de la fosse cérébelleuse.
Alors, les nystagmus, ce sont des mouvements répétés de va-et-vient des deux yeux, initiés toujours par une phase lente. Et quand ils sont pendulaires, eh bien, la phase de rappel est également lente. Et donc, on va avoir deux phases comme ça. Et les yeux vont battre plus ou moins vite avec un aller-retour sans pause. Soit la phase est rapide, comme ici. Et donc, c'est un nystagmus à ressort. Et c'est le sens de la phase rapide qui donne le sens du nystagmus. Donc, on va les définir par leur sens, horizontal, vertical, rotatoire, leur direction verticale. Donc, quand la phase rapide est vers le haut, c'est un upbeat nystagmus. Quand elle est vers le bas, un downbeat nystagmus. Quand il est battant vers la droite, la phase rapide se fait vers la droite. Quand il est battant vers la gauche, la phase rapide se fait vers la gauche. Et on va le caractériser en disant qu'il est ample ou fin, conjugué ou dissocié. Alors, le nystagmus typiquement neurologique, le gaze évoque un nystagmus qui traduit des tumeurs de fosse postérieure ou des atteintes de fosse postérieure. Il bat en haut dans le regard en haut, en bas dans le regard en bas, à droite dans le regard à droite et à gauche dans le regard à gauche. Il est opposé au nystagmus congénital qui bat dans toutes les directions du regard. Vous voyez, chez ce jeune garçon là dont le film est en train de passer, là le nystagmus bat à gauche dans le regard à gauche, il bat à droite dans le regard à droite, c'est assez fin, et il va battre en haut dans le regard en haut, et ça c'est caractéristique d'une atteinte cérébelleuse, et en bas dans le regard en bas, voilà, donc on le voit moins bien à cause des paupières, voilà, ça c'est tout à fait typique. Alors que chez cette jeune fille qui a un nystagmus congénital idiopathique, vous voyez que le nystagmus reste horizontal dans le regard en haut, et ça c'est absolument caractéristique du nystagmus idiopathique infantile. Autre nystagmus typiquement de fosse postérieure, c'est le nystagmus asymétrique du regard excentré qu'on va voir apparaître de façon plus importante dans le regard vers la droite ou dans le regard vers la gauche et qui peut ne pas être symétrique entre le regard à droite et le regard à gauche. Donc si on n'a pas fait regarder l'enfant dans toutes les directions du regard, en haut, en bas, à droite, à gauche, on peut facilement passer à côté ou se tromper et donc ça va induire un retard de diagnostic. Autre nystagmus neurologique traduisant une atteinte du cervelet, voici le downbeat nystagmus, très caractéristique. Vous voyez, la secousse rapide est vers le bas, il bat vers le bas. C'est le nystagmus de la malformation d'Arnold-Chiari, ou le upbeat nystagmus qui bat dans l'autre sens, qui va traduire une atteinte du tronc cérébral ou de la partie antérieure du vermis cérébelleux. Voici ici, ou le nystagmus alternant périodique, qui est un nystagmus qui va battre par exemple vers la droite pendant quelques minutes, 3, 4, 5 minutes, puis les yeux vont partir vers la gauche et le nystagmus va se mettre à battre vers la gauche. À chaque fois, l'enfant va adopter une position de torticolis de sens inverse au nystagmus et donc c'est extrêmement pénible parce qu'il est tout le temps en train de tourner sa tête vers la droite puis vers la gauche. Le traitement, c'est le baclofène qui ralentit les saccades et qui, du coup, améliore bien ce type de nystagmus. Alors, le diagnostic différentiel dont je vous parlais tout à l'heure, c'est, on le voit très fugitivement, hein, le nystagmus qui bat vers le haut de ce tout petit nourrisson au moment où on l'a mis allongé. Donc, on va le revoir là, quelques secousses fugitives et qui vont disparaître quand l'enfant va grandir. Alors, quels sont les signes ophtalmologiques cliniques que l'on recherche? Eh bien, d'abord, les télangiectasies conjonctivales. C'est un enfant qui a les yeux rouges ou qui a une conjonctivite chronique, qui est parfois suivi même par nos confrères ophtalmologistes pour une conjonctivite chronique pendant longtemps. Et il faut bien regarder en lampafante. Et vous pouvez, les neuropédiatres, penser à le demander, à dire, mais est-ce qu'il n'a pas des télangiectasies conjonctivales? Vous voyez, ça dessine ce lacis. En fait, ce sont une dilatation des vaisseaux épiscléraux et donc, c'est signe de l'ataxie télangiectasie. Donc, ça fera faire une IRM pour rechercher l'atrophie diffuse du cervelet qui prédomine sur le vermis. Voici ici le jeune dont je vous parlais qui a un nystagmus alternant périodique avec une très très belle télangiectasie conjonctivale. On va aussi rechercher un colobomyrien en lampafante, voilà qu'on pourrait ne pas avoir vu s'il est très fin.
Voilà, au fond d'œil, tout peut paraître normal et il faut surtout se souvenir qu'un fond d'œil normal chez un petit ne peut rien éliminer en matière de dystrophie rétinienne ou d'atteinte rétinienne associée à une atteinte neurologique, quelle que soit la cause, et qu'on peut avoir une amorose de Leber avec un fond d'œil normal dans les 2 premières années de la vie. Et donc, c'est important de faire le fond d'œil, mais le fait qu'il soit normal n'est pas un signe d'exclusion d'aucun diagnostic particulier. On recherche ces petits colobomes sous-papillaires, voilà, très caractéristiques du syndrome de Joubert. On peut rechercher des modifications rétiniennes comme celle-ci qu'on voit dans les dystrophies rétiniennes. Donc ici, c'était un syndrome de Joubert avec une amorose congénitale de Leber. Tout peut se voir, des taches blanches, des taches pigmentées, des anomalies maculaires. On va rechercher des anomalies type tache rouge cerise maculaire avec, en fait, la tache rouge cerise est liée à un œdème blanchâtre périfovéolaire qui va respecter la fovea qu'on voit dans les maladies de surcharge lysosomale. À la limite entre la clinique et la paraclinique, c'est l'OCT, l'Optical Coherence Tomography, qui est un examen qui va donner une coupe de la rétine, un peu comme une coupe anapathe. C'est un examen de structure qui n'est pas un examen fonctionnel. Alors, chez un petit enfant, voilà, nous, on met l'enfant vertical devant un OCT adulte et on filme parce qu'évidemment, l'enfant bouge et on arrête la coupe qui nous intéresse. Voilà, toutes les couches rétiniennes sont individualisées. C'est totalement non invasif, indolore, non irradiant, puisque c'est un faisceau de photons que l'on envoie. Et on a très rapidement des altérations dans toutes les dystrophies rétiniennes, voilà, qui vont nous permettre d'orienter le diagnostic avant de faire l'électrorétinogramme. On va avoir un épaississement dans les œdèmes maculaires des taches rouges cerises ou un aspect pseudo-odémateux rétrofovéolaire dans les céroïdes lipofuscinoses neuronales au début qui est tout à fait caractéristique. Alors, voici ici un OCT normal. Voici ici une sialidose avec cette tache rouge cerise et un aspect d'hyperréflectivité et d'épaississement de la couche des cellules ganglionnaires et une zone d'ombre postérieure. Voici ici chez un bébé âgé de 5 mois une interruption de cette ligne-là des photorécepteurs, qui est la ligne en fait qu'on voit ici sur un OCT normal. Voilà, et qui est caractéristique d'une dystrophie rétinienne. Et effectivement, cet enfant avait une amorose congénitale de Leber. Voici ici l'OCT d'un enfant de 7 ans normal. Et voici ici l'OCT d'un enfant du même âge qui a une CLM3 au stade de début. Et vous voyez, on a un gonflement ici de l'ellipsoïde, une diminution d'épaisseur modérée de la couche nucléaire externe et une diminution d'épaisseur de la limitante interne. Et donc, tout ça va s'accompagner d'un ERG électronégatif et va être caractéristique du diagnostic. Deuxième signe, alors là, c'est carrément paraclinique, c'est l'électrorétinogramme qui est l'examen avec un grand E majuscule, qui fait le diagnostic des dystrophies rétiniennes ou des dysfonctions de la rétine chez des enfants avant l'âge de 3 ans, mais même après l'âge de 3 ans, et qui en plus va nous permettre de dire si c'est une atteinte des cônes, une atteinte des bâtonnets ou une atteinte des couches internes de la rétine. Il est très précocement altéré dans toutes les dystrophies rétiniennes, et donc c'est un examen extrêmement précieux dont on ne peut pas se passer. La méthode d'enregistrement consiste à mettre des électrodes cornéennes, en particulier chez les petits-enfants, parce qu'on sait que c'est totalement indolore. Chez des plus grands ou des enfants pusillanimes, on peut mettre des électrodes cutanées, mais le signal est plus petit, donc plus difficile à interpréter. On peut aussi mettre un fil, une électrode DTL, avec un fil métallique là dans le cul-de-sac conjonctival. Tout ça se fait après avoir mis un anesthésique local de contact, et donc c'est tout à fait indolore. On enregistre 2 phases, une phase scotopique après avoir adapté l'enfant à l'obscurité complète pendant 10 minutes chez les tout petits et une phase photopique après l'avoir ébloui pendant 3 minutes. Et donc la phase scotopique, c'est l'atteinte des bâtonnets et des couches internes et la phase photopique, c'est l'atteinte des cônes et des couches internes. Alors, ici, voici un ERG normal. Ici, voici une amorose congénitale de Leber, tracé absolument caractéristique, plat en photopique et en scotopique.
Ici, voici ce qu'on appelle un ERG électronégatif avec une persistance de l'onde des photorécepteurs et une diminution de l'onde B qui traduit l'atteinte des cellules ganglionnaires. Et c'est l'électrorétinogramme, entre autres, de la stéroïde l'hypofuscinose neuronale caractéristique. Voici ici une atteinte mixte avec une atteinte moins importante en scotopique que en photopique. Donc ça, c'est l'atteinte de la dystrophie des cônes, par exemple dans la SCA7. On peut avoir un ERG diminué d'amplitude chez un enfant plus grand, initialement en scotopique, puis secondairement en photopique, qui est l'ERG de la dystrophie rétinienne mixte bâtonnet-cône ou rétinite pigmentaire. Et on peut voir ça aussi dans les syndromes de Joubert qui n'ont pas d'amorose de Leber, mais qui ont une rétine pigmentaire lentement évolutive. Alors, je vais vous montrer sur quelques cas cliniques l'intérêt particulier de ces examens complémentaires, fond d'œil, OCT et électrorétinogramme. Voici l'examen d'une grande fille de 10 ans qui a été adoptée à l'âge de 2 ans, qui a une baisse d'acuité visuelle remarquée et suivie depuis 3 ans, un dixième Rossano 1 sur 3 quand elle a été vue dans le service, pas de limitation oculomotrice, pas de strabisme, les poursuites étaient ralenties, les saccades étaient lentes mais encore assez bien calibré. L'examen en lampe à fente et le fond d'œil étaient normaux. Un ophtalmologiste qui a l'habitude des dystrophies rétiniennes aurait dit que les vaisseaux étaient légèrement grêles, mais c'est pas très frappant. Et à l'électrorétinogramme, vous voyez, on a une atteinte mixte. Alors, vous voyez, l'atteinte, elle est très sévère sur les cônes. Donc, les cônes, c'est toujours ce qui est jaune, hein, c'est ce qui est à la lumière. Voilà. Elle a une atteinte très sévère sur les cônes et elle a une fonction des bâtonnets qui est encore relativement préservée. Donc, elle a une dystrophie cône-bâtonnet. Les signes généraux évoluent depuis 6 mois avec un tremblement, une perte de l'équilibre. Elle avait eu une IRM cérébrale un an avant de venir dans le service qui avait été étiquetée normale. Elle a été suivie sur 2 ans. Le syndrome cérébelleux s'est aggravé. Elle a eu des myoclonies non corticales, une dégradation visuelle assez importante qui a conduit à la cécité. L'IRM a été refaite par les neuropédiatres qui a retrouvé l'atrophie cérébelleuse majeure avec l'élargissement des fissures cérébelleuses évermienne et l'élargissement du quatrième ventricule. Le diagnostic qui avait été évoqué initialement, c'était la CLN3 et ça a été d'autant plus évoqué qu'elle avait deux mutations homozygotes dans le gène CLN3, mais qui étaient, je crois, des VSI, c'est-à-dire de grade 3. Le seul problème, c'est qu'à l'OCT, cette jeune fille, elle a une diminution d'épaisseur de la couche nucléaire externe, une interruption ici de la ligne ellipsoïde, avec une atteinte des photorécepteurs très marquée dans la zone rétrofovéolaire, qui, voilà, ici, voilà, dans la dystrophie des cônes et des bâtonnets. Donc ça, c'est l'image qu'on retrouve chez Marine, et c'est pas tellement l'image qu'on retrouve dans la CLN3, avec notamment cette couche ici très pincée qui ne l'était pas là. Et d'autre part, à l'ERG, elle avait une atteinte prédominante des cônes, qui est donc tout à fait différente de l'ERG électronégatif. C'est une grande fille qui avait été vue par ma collègue Sabine Defort, qui a donc dit au neuropédiatre que ça ne pouvait pas être une CLN3. Et donc la biologie moléculaire a été refaite et on a trouvé deux mutations de SCA7. Voilà, la SCA7, une ataxie progressive avec dysarthrie, dysphagie, dégénérescence rétinienne jusqu'à la cécité, pardon, excusez-moi, voilà, et qui donne des signes visuels inauguraux chez les jeunes, avec une réputation CAG dans le gène ataxine, avec une dégénérescence de la rétine, du tronc cérébral et du cervelet. Voilà, donc ici, dans ce cas clinique, l'ERG et l'OCT ont été d'un apport important pour élucider ce diagnostic et modifier ce diagnostic qui avait été aussi un petit peu induit en erreur par le premier résultat de biologie moléculaire. Deuxième cas clinique, Chloé, 3 mois et demi, qui a un comportement de malvoyance avec des mouvements pendulaires horizontaux intermittents, un bilan négatif avec un ERG un petit peu limite, mais fond d'œil normal et PEV flash normaux. À 5 mois, elle a une amélioration du comportement visuel, donc on est content, mais elle a une apraxie oculomotrice de type Cogan isolée. Donc, on a demandé un bilan IRM et un bilan au service des maladies rares du cervelet. L'IRM retrouve une dysplasie vermienne supérieure et des hémisphères cérébelleux, avec un épaississement, une malposition des pédoncules cérébelleux supérieurs qui évoque une malformation de Joubert et qui nous allait bien finalement avec l'apraxie oculomotrice de type Cogan.
et donc plutôt sans dystrophie rétinienne. Et sans dystrophie rétinienne, pour nous, ça nous convenait bien, puisque sans dystrophie rétinienne, ça nous convenait bien, puisque euh, on a bien des syndromes de Joubert sans dystrophie rétinienne et le fond d'œil était normal. Seulement, quand elle a eu sa biologie moléculaire, on s'est aperçu qu'elle avait deux mutations hétérozygotes dans le gène LAMA1, et donc c'était un syndrome de Poretti-Bolthauser ou Joubert-like, qui donne un tableau, en tout cas pour nous les ophtalmologistes, assez proche, avec une ségrégation familiale positive, donc on était sûr du diagnostic, d'autant que son frère était atteint. Donc, c'est un syndrome d'ataxie déficience intellectuelle apraxie-oculomotrice cérébelleux, avec une ataxie cérébelleuse non progressive, un retard du développement moteur et du langage, un déficit intellectuel, des anomalies oculaires avec une dystrophie rétinienne. Et ici, ce qui était particulier, c'est qu'elle n'avait pas de dystrophie rétinienne. Troisième cas clinique, une petite fille âgée de 5 mois pour un nystagmus infantile avec un comportement de cécité, c'est-à-dire à la fois un nystagmus et en plus des mouvements d'errance visuelle. Dans la grossesse, on avait trouvé une hyperéchogénécité rénale qui avait fait faire tout de suite à la naissance un bilan par les néphropédiatres qui avaient trouvé une néphronophtise. Les parents ne sont pas consanguins, la lampe enfant est normale, le fond d'œil est finalement subnormal. En fait, quand on a l'œil exercé, la rétine paraît un peu terne, mais les anomalies sont minimes. L'OCT que je vous ai montré tout à l'heure, parce que c'est la même petite fille, avec à 5 mois une très nette interruption de la ligne des photorécepteurs de part et d'autre de la fovéola, hein, qui est ici, là, au centre, et qui, est donc et qui évoque donc de façon caractéristique le diagnostic de dystrophie rétinienne. On fait un électrorétinogramme à cet enfant. Hop. Voilà, le RG est ici plat pour les composantes scotopiques, plat pour les composantes photopiques. Il y a donc une amorphose congénitale de Leber. Cet enfant avait en plus une hypotonie, un retard de développement. Donc j'ai demandé une IRM cérébrale qui a retrouvé ce signe caractéristique de la dent molaire. Le diagnostic de syndrome de Joubert a été confirmé génétiquement puisqu'elle avait deux mutations dans CEP290. Donc, c'était un syndrome de Joubert. Les signes ophtalmologiques caractéristiques, ce sont les anomalies oculomotrices, apraxie oculomotrice et nystagmus quasi constant. Les dystrophies rétiniennes sont présentes dans 20 à 30% des cas. Donc, c'est l'amorphose congénitale de Leber qui est la plus grave, puisqu'on a une errance oculaire et une cécité dès le début de la vie avec un ERG plat. Le fond d'œil peut être normal. On peut avoir une dystrophie rétinienne mixte qui apparaît un petit peu plus tard. C'est une rétinopathie pigmentaire et qui va évoluer progressivement au cours de la vie du patient et qui finira aussi par donner une atteinte visuelle sévère avec un champ visuel très rétréci, comme chez ce jeune homme de 33 ans, là que je suis actuellement, qui a un champ visuel tubulaire, des petits pigments partout sur la rétine et une atteinte très sévère. On peut avoir les petits colobomes sous-papillaires que je vous ai montrés tout à l'heure dans 6 à 17% des cas et parfois même un colobome myrien. Voilà, ça c'est quand même très caractéristique du syndrome de Joubert au fond d'œil, même si on peut le voir dans d'autres cas. Autre cas clinique, celui de ce jeune garçon qu'on a vu initialement à 7 ans, qui avait une encéphalopathie anténatale fixée et une épilepsie partielle cryptogénétique. Il avait une acuité visuelle à 10 dixièmes par Rino 2 et il avait à l'oculomotricité des saccades horizontales assez bien réalisées et par contre des saccades verticales et des mouvements de la verticalité extrêmement difficiles. Donc vous voyez là, il n'arrive pas à aller regarder la cible en bas et en haut, il va être obligé de jeter la tête en arrière. 2 ans après, cet enfant avait une dégradation cognitive importante avec un syndrome cérébelleux statique et cinétique, une lenteur idéomotrice et une apraxie oculomotrice totale. 3 ans après, on met en évidence des histiocytes vacuolisés au frottis sanguin et au myélogramme et la biologie moléculaire retrouve deux mutations faux-sens dans le gène NPC1 et c'est donc une maladie de Niemann-Pick de type C dans laquelle on a une atteinte multiviscérale, une dystonie, une ataxie cérébelleuse, une dysarthrie, une dysphagie, une démence, et qui est létale en 3 à 12 ans selon l'âge d'apparition chez l'enfant, un peu plus tard chez l'adulte, qui est autosomique récessive.
Cinquième cas clinique, le cas de cette jeune fille âgée de 16 ans qui était suivie en neuropédiatrie pour une hypoplasie et une atrophie du vermis cérébelleux avec une polyneuropathie sensitivo-motrice et des signes de démyélinisation. L'ataxie de Friedreich a été éliminée, les dosages de vitamine E étaient normaux, l'alpha-FP était normal, le syndrome CDG était éliminé. Et en ophtalmologie, elle avait 10 dixièmes par Rhino 2, donc une vision normale, une oculomotricité absolument normale, sauf une insuffisance de convergence. Et par contre, là, c'est au fond d'œil qu'on a fait le diagnostic parce qu'elle a un aspect peigné et gonflé des fibres ganglionnaires et rétiniennes péripapillaires confirmé ici, là, par l'OCT, là qu'on voit très bien cet aspect ici gonflé et qu'on voit mieux quand on agrandit, voilà ici, très bien vu autour de la papille, et donc qui confirme le syndrome d'ataxie spinocérébelleuse de Charlevoix-Saguenay qui a été confirmé par deux mutations pathogènes dans le gène SAX. Elle a un frère atteint, la ségrégation familiale est positive, et donc ça donne une ataxie cérébelleuse, une dysarthrie, un nystagmus que n'avait pas notre patiente quand on l'a vu, une spasticité progressive et une hypermyélinisation des fibres nerveuses rétiniennes sans baisse d'acuité visuelle et qui finit par générer tellement la motricité que le patient se retrouve en fauteuil roulant vers la cinquième décade. Dernier cas clinique, petite fille de 6 semaines qui a été adressée par les pédiatres, qui avait une forte suspicion diagnostique chez cette petite fille qui avait une stagnation staturopondérale, une hypotonie, des mamelons ombiliqués, des anomalies lipocutanées, des anomalies du bilan hépatique, une diminution du facteur 11. Et d'un point de vue ophtalmologique, elle avait un comportement de malvoyance à 6 semaines avec des petites zones là qu'on voit bien, hypopigmentées, ovoïdes. À l'OCT, une disparition de la ligne ellipsoïde en périphérie et un ERG électronégatif qui traduit une atteinte des couches internes de la rétine et qui a donc permis de confirmer le diagnostic. Donc électronégatif, vous voyez, on a une réponse ici des photorécepteurs qui est parfaitement normale, mais une onde B qui traduit les cellules ganglionnaires et les couches internes et qui est extrêmement diminuée. Et c'était un CDG syndrome. En conclusion, donc c'est une présentation non exhaustive des syndromes cérébelleux qui vont être réabordés après avec atteinte ophtalmologique. Je voudrais insister sur l'importance de l'analyse sémiologique des anomalies oculomotrices qui est finalement plus simple qu'on ne le pense, mais qui prend un petit peu de temps, et sur la coopération entre les neuro-ophtalmologistes et les neuropédiatres, parce que les anomalies de l'électrorétinogramme et de l'OCT, au début de la maladie, sont très spécifiques. Après, quand la maladie est évoluée, eh bien, l'ERG est très altéré, mais on ne retrouve plus ces atteintes spécifiques des cônes ou des bâtonnets, et l'OCT va montrer une rétine complètement atrophique, et donc les anomalies ne sont plus non plus spécifiques d'une pathologie ou de l'autre. Voilà, la prise en charge en ophtalmologie, bah, c'est la correction de la basse vision, l'aide au développement visuel en adressant dans des centres spécialisés et en corrigeant au mieux toutes les anomalies, euh, hypermétropie, astigmatisme, etc. Et alors, pour ce qui est de la rééducation orthoptique des apraxies, ça, c'est un vaste chapitre sur lequel je ne vais pas trop m'étendre parce que je pense que je suis assez en retard. On peut le faire quand il n'y a pas trop de troubles neurologiques associés. En fait, l'objectif de la rééducation de l'apraxie, c'est de permettre aux patients de contrôler les mouvements oculomoteurs, notamment pour la scolarité, quand il en a besoin, pour faciliter la lecture, pour faciliter le tracé, par exemple, d'un tracé géométrique, etc. Mais dès que l'enfant ou le jeune adulte se relâche, eh bien, si on le surprend en lui posant une question et qu'on est légèrement sur le côté, le mouvement d'apraxie va reprendre. On ne va jamais pouvoir le supprimer complètement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, c'est Lydie Burglen, hein. Donc, je prends la parole pour remercier le docteur Bouvet-Drumard pour cette vraiment très, très belle présentation. Je ne sais pas si ça a été dit en introduction, si vous avez été présenté. Donc, vous êtes ophtalmo au CHU de Lille, hein, avec l'équipe d'Odile, avec laquelle on travaille étroitement. Et donc, j'ai été fascinée par cette présentation, par la clarté du propos, la très très belle sémiologie que vous nous avez montrée sur les anomalies oculomotrices, la description des examens complémentaires hyper clairs et puis ces très belles observations.
S'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier le docteur Bouvet-Drumard et laisser la parole à Christelle Rougeot pour la suite de notre programme. Donc voilà, je partage mon écran. Je suis désolée, du coup, le topo sera peut-être un petit peu redondant, mais version plutôt neuropédiatre, donc avec moins de précision sur la sémiologie ophtalmo, parce que c'est quelque chose qu'on recherche, nous, de façon systématique quand il y a une atteinte du cervelet, mais avec nos notions de pédiatre et de neuropédiatre. Euh, le but de la motricité oculaire est de mettre l'image de la cible, de quelque chose qu'on regarde, sur la fovea, qui est l'endroit donc de la rétine où on aura la meilleure vision. Et comme l'a dit le docteur Drumar, soit cette cible n'est pas sur la fovea et il va falloir l'y amener, donc par des mouvements de saccade, il va falloir capturer l'image pour la ramener sur la fovea par des petits mouvements rapides et précis, soit elle y est déjà et il va falloir la maintenir malgré tous les changements qui peuvent survenir, donc en temps réel, quand la tête bouge, quand la cible bouge, ou quand elle se rapproche, ou quand elle s'éloigne. Donc en fonction de toutes ces conditions, ces différents mouvements qui vont intervenir. Si la tête et la cible et l'image sont fixes, ça sera une fixation oculaire. Si la tête bouge, ça sera le réflexe oculovestibulaire. Euh, c'est bon? Oui. C'est le réflexe ostéovestibulaire donc qui va détecter les mouvements de la tête et déclencher des mouvements compensateurs des yeux. Si c'est la cible qui bouge, cette fois c'est des mouvements de poursuite. Donc on va déclencher un mouvement des yeux de vitesse adaptée à celle de la cible. Et si la cible se rapproche ou s'éloigne, ça sera plutôt des mouvements de vergence. Donc très schématiquement, au niveau fonctionnement entre les yeux et le cerveau, la commande part toujours du cerveau pour la motricité oculaire. Le cerveau élabore des programmes oculomoteurs qui seront exécutés par les motoneurones et les muscles oculomoteurs. Et le cervelet et le tronc cérébral vont avoir un rôle de s'assurer de la bonne exécution en fait de ces programmes qui sont élaborés par le cerveau. Ils ont une feuille de route, en fait une copie du programme en temps réel. Ils vont pouvoir vérifier que tout se passe correctement. Et si jamais il y a un dysfonctionnement, une erreur, ils vont pouvoir intervenir pour corriger en temps réel ce mouvement, comme le cervelet le fait déjà pour les fonctions motrices, pour maintenir l'équilibre, et également dans les fonctions cognitives. Donc le but de notre cervelet dans cette oculomotricité va être d'optimiser la vision. Et pour cela, eh bien, il va intervenir sur ces différents mouvements qu'on a déjà qu'on a déjà évoqué initialement. Donc pour la saccade, c'est tout ce qui est en orange. L'ordre part du cortex frontal pariétal et puis va arriver donc au colliculus, ensuite va aller vers les muscles oculomoteurs. Et vous voyez que le cervelet intervient ici, un peu sur le côté pour regarder que le mouvement se fasse correctement et notamment donc dans la génération des saccades, de contrôler la trajectoire de la saccade et de la stopper quand l'amplitude désirée est atteinte. Pour les mouvements pour le maintien de l'image sur la fovea, donc c'est des maintiens de la précision du mouvement, de saccade, poursuite, réflexe oculovestibulaire et vergence en temps réel et à plus long terme. Donc, le cerveau
prend la décision d'un mouvement oculomoteur. Il décide de toutes ces caractéristiques. Il envoie la feuille de route au cervelet qui est garant de la bonne exécution de ce mouvement. Donc ça, c'était juste un rappel. Ah, mais je suis désolée, je me suis pas mis en diaporama. Vous m'avez pas dit. Partir. Hop. Quelles régions exactes du cervelet vont pouvoir intervenir dans l'oculomotricité? Grossièrement, on en a deux. On a le vermis médio-postérieur et notamment les lobules 6 et 7 avec le noyau fastigial qui vont intervenir plutôt dans les saccades. Et tout ce qui sera nodulus, flocculus, uvula, où là, ça sera plus le contrôle donc des mouvements de stabilisation du regard, donc le maintien en fait de l'image sur la fovea et de la précision du mouvement. Donc, donc, quoi va intervenir exactement le cervelet? Comment va-t-il intervenir dans tous ces mouvements-là? Donc, le cervelet a déjà un rôle d'inhiber le générateur de saccades. Je ne sais pas si vous voyez le schéma en bas. Ah, pardon. En violet, là, il y a donc GS qui est le générateur de saccades. Ce générateur de saccades, il reçoit les informations du cortex, mais il ne faut pas qu'il génère des saccades de façon intempestive. Et le cervelet donc va intervenir pour l'inhiber quand il faut l'inhiber. Et quand il y a une dysfonction du cervelet, il peut du coup il y avoir ce dont on a parlé déjà précédemment, donc les intrusions saccadiques ondes carrées flotteurs opsoclonus, qui vont être donc des saccades un peu intempestives. Alors, plus ou moins intempestives, les ondes carrées. Donc, comme on l'avait vu précédemment, ce sont des saccades horizontales régulières, donc des mouvements de va-et-vient de même amplitude, séparés par un plateau et qui sont souvent asymptomatiques. Et flotteur opsoclonus, ce sont des saccades plus involontaires, flotteur plutôt horizontal, ce que j'ai compris, opsoclonus plutôt multidirectionnel, ça on sait bien. Des saccades involontaires, embouffées, sans intervalle libre, assez irrégulières, non séparées par un plateau, et là qui seront plus gênantes et qui vont pouvoir donner des signes cliniques de type oscillopsie, des difficultés de vision. La deuxième anomalie dont on a aussi déjà parlé, c'est le nystagmus. Et là, c'est pas sur le rôle de l'inhibition du générateur de saccades que va intervenir le cervelet. C'est plus là dans son rôle de maintenir les activités toniques cérébelleuses sur les globes oculaires. Le cervelet pas tout seul, mais il participe en tout cas au maintien de cette activité tonique des globes oculaires. Et quand il y a un dysfonctionnement au niveau du cervelet, eh bien, il va y avoir un déséquilibre. Et donc, un déséquilibre de l'activité tonique du globe vers l'activité prédominante, donc ça sera la secousse lente du nystagmus, avec un recentrage rapide correcteur dans le sens opposé, et donc ça sera la phase rapide. Les deux nystagmus là que j'évoque sont ceux qui sont assez caractéristiques d'une atteinte du cervelet. Le nystagmus donc battant vers le bas avec donc une secousse lente vers le haut et une secousse rapide vers le bas et le nystagmus alternant périodique qui est plutôt horizontal avec des changements de direction toutes les 120 secondes et ça correspond bien cette fois-ci à une atteinte plutôt du flocculus et du nodulus, comme on en a parlé auparavant. Les anomalies donc du réflexe vestibulo-oculaire, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Son but, c'est de stabiliser les globes oculaires dans l'espace. Et quand il y a des mouvements de rotation de la tête, ça va être donc de générer des rotations des globes dans la direction opposée pour qu'il y ait une coordination. Quand il y a une anomalie du cervelet, forcément, cela se passe plus difficilement. Enfin, il y a ces fameuses saccades
on recherche, nous, à l'examen clinique. Donc, le cortex envoie une information au générateur de saccade qu'il faut générer justement une saccade. Le cervelet a la feuille de route, vérifie que cette saccade est bien générée, qu'elle a la bonne amplitude, la bonne durée, qu'elle doit s'arrêter au bon endroit et ajuste en temps réel. C'est-à-dire si jamais il y a un souci, il va intervenir pour corriger. Il fait ça en temps réel et il s'adapte aussi le cervelet à la précision à long terme des saccades dans certaines situations pathologiques, mais dans certaines situations physiologiques aussi, hein, le vieillissement et la perte d'élasticité, il va s'adapter à ces nouvelles situations pour nous permettre de toujours avoir les saccades pour remettre l'image sur la fovea. Et quand il y a une anomalie, un gros dysfonctionnement au niveau du cervelet, eh bien, il peut y avoir des saccades, en effet, hypermétriques ou hypométriques, trop longues ou trop courtes. Donc là, j'avais retrouvé, j'ai pas reparlé du syndrome cérébelleux classique parce que celui-là, on le connaît aujourd'hui, on était plus sur les troubles oculomoteurs. J'avais retrouvé une étude faite chez des adultes qui avait repris donc une cohorte de 169 patients avec un âge moyen de 46 ans et qui avaient donc tous des troubles oculomoteurs en lien avec une atteinte cérébelleuse. Et donc, par ordre de fréquence, les anomalies les plus rencontrées étaient des poursuites saccadées, des diminutions de la suppression du réflexe oculovestibulaire par la fixation, des saccades dysmétriques et un nystagmus multidirectionnel. Et donc, ce que je vous disais, c'est que souvent, ces anomalies ne sont pas trop symptomatiques, mais parfois, il peut y avoir des gènes ou des baisses de vision en mouvement. Ça c'était encore un rappel pour vous montrer que deux parties du cervelet essentiellement intervenaient, le vermis lobule 6-7, donc médio-postérieur, et le noyau fastigial pour tout ce qui était les saccades, nodulus, flocculus, pour plutôt maintien de précision du mouvement. Donc, la vision du neuropédiatre sur l'examen de l'oculomotricité est plus simple que ce que vous nous en avez expliqué, parce que pour nous, il y a deux choses qu'on recherche essentiellement, le nystagmus et l'apraxie oculomotrice, et après, on n'est pas aussi précise que vous ne l'êtes dans la sémiologie. Donc, le nystagmus, pour nous, on le recherche, sont des mouvements, comme on l'a dit, d'oscillation involontaire conjuguée des yeux avec deux secousses inégales, l'une lente, l'autre rapide, qui peut être multidirectionnel et on va notamment le rechercher lors de la poursuite oculaire. Et l'apraxie oculomotrice, qui est une anomalie d'initiation de saccade volontaire horizontale des yeux. Souvent, de toute façon, quand au niveau de notre examen neuropédiatrique, on a une suspicion de maladie du cervelet, on envoie chez l'ophtalmologue, ophtalmopédiatre ou neuro-ophtalmo pour un examen clinique et puis très souvent pour des examens paracliniques. Donc là, j'avais quelques cas cliniques également. J'espère juste que les vidéos vont marcher, vont fonctionner. Et docteur Drumar, si vous voulez m'aider à être plus précise dans la sémiologie, enfin celle-là, c'est facile. Donc c'est un petit garçon qu'on suit pour au départ un mauvais contact oculaire, une hypotonie. Et puis le contact s'est amélioré progressivement, mais dans notre examen clinique, voilà, on a cette dissociation qu'il y a entre les mouvements de la tête et des yeux, avec un retard à l'initiation euh, des saccades. Et ces mouvements de tête et ces positionnements de tête qu'on voit également souvent, l'enfant prend, notamment quand l'anomalie est congénitale, des attitudes compensatrices pour justement se mettre dans la meilleure position pour voir.
Voilà, donc c'est une apraxie oculomotrice. Et donc c'est un petit garçon qui a un syndrome de Joubert. Donc c'est une maladie génétique autosomale récessive la plupart du temps, rare, avec donc voilà une prévalence de 1 sur 100 000. Les signes précoces, quand on avait repris l'ensemble des enfants, c'est une hypotonie et un mauvais contact visuel qui inquiète beaucoup au départ. Et puis finalement, ce comportement visuel va plutôt s'améliorer dans les premiers mois de vie. Ce sont des enfants qui vont avoir souvent un retard d'acquisition de la marche, un retard moteur marqué, mais qui va souvent aussi s'améliorer. Et puis on voit apparaître ensuite l'apraxie oculomotrice avec des mouvements amples de la tête compensateurs. Donc après, voilà, sur l'IRM, on a le signe de la dent molaire qu'on voit bien ici, souvent une atrophie du cervelet, des pédoncules cérébelleux qui sont fins ou au contraire épais et horizontaux. Donc voilà, c'est assez classique sur l'IRM. Le syndrome cérébelleux, dans sa sémiologie, peut être variable, il peut être très marqué ou moins marqué. L'atteinte cognitive aussi, ce sont souvent quand même des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage au minimum, mais ils n'ont pas tous de déficience intellectuelle. Et il peut y avoir, puisque c'est un syndrome qui fait partie des ciliopathies, des atteintes extra-neuro et notamment ophtalmo-rénales et hépatiques que l'on va chercher de façon systématique et surtout en fonction du gène quand on arrive à avoir l'origine génétique, puisque maintenant il y a des corrélations. Génotype-phénotype qui sont bien établis. Donc, c'est une maladie génétique dont on fait le diagnostic à peu près dans 60-70% des cas. On connaît quand même une trentaine de gènes. Deuxième cas clinique d'une jeune fille qui est née en 2010, que moi j'ai vue secondairement, qui avait marché un peu tard, à 21 mois, bon, mais marche immédiatement ataxique. Et puis moi, quand je la vois, elle est déjà plus âgée, elle a un fauteuil, elle est en fauteuil roulant, elle est dysmétrique, elle est dysarthrique, et en fait, elle a une mutation sur le gène MRE11A qui donne un tableau d'ataxie télangiectasie-like. Hop. Donc on voit souvent hein, ces enfants fermer les yeux pour recentrer un peu euh, leur vision. C'est compliqué pour eux de suivre. Là, on a un retard dans le suivi, les yeux qui tourne pas en même temps que la tête. Il y a un décalage à l'initiation des saccades. Parfois, c'est même très compliqué. N'hésitez pas, docteur Drumar, si vous voulez intervenir, hein. Oui, oui. Donc, l'ataxie télangiectasie, c'est un trouble de réparation de l'ADN qui est également une maladie très rare et qui va associer une atteinte neurologique, c'est une maladie neurodégénérative, et puis une atteinte immunitaire et une prédisposition à faire certains cancers, certaines leucémies également. On les voit initialement dans le cadre d'un syndrome cérébelleux, puisque les télangiectasies, en effet, sont classiques, mais sont souvent secondaires. On les voit généralement pas bien avant 10 ans. Donc, c'est pas elles qui vont vraiment nous aider à faire le diagnostic en neuropédiatrie, en tout cas. Et puis, il peut y avoir donc des anomalies de l'oculomotricité qui sont souvent présentes dès le départ, avec des intrusions saccadiques, une apraxie oculomotrice, une poursuite saccadique. L'IRM peut être initialement normal, puisque c'est une maladie neurodégénérative, donc il va s'aggraver avec un potentiel cognitif qui est plutôt bon. Et donc une surveillance qu'on fait conjointement avec les hématos parce que voilà avec ce risque de faire des infections graves et des cancers du sang ou des cancers d'autres organes.
C'est une maladie autosomal récessive. On la recherche assez fréquemment et assez facilement parce on a un marqueur biologique facile à faire dans le sang qui est l'alpha-fétoprotéine, qui, quand elle est augmentée, nous oriente quand même assez facilement vers cette pathologie et vers la recherche, en tout cas, de l'anomalie génétique du gène ATM. Alors ça, c'est un grand garçon qui est arrivé, lui, dans le cadre d'une ataxie secondaire, avec une perte de la marche avant 18 ans. Donc il est venu dans le cadre d'un syndrome cérébelleux, des tremblements, une dysarthrie, des réflexes qui étaient abolis. On a retrouvé une neuropathie motrice axonale. L'apraxie oculomotrice est arrivée secondairement. Et voilà, il s'est dégradé progressivement avec une perte de la marche avant 18 ans. L'IRM cérébral ont montré une atrophie du cervelet qui s'est également aggravée progressivement. Et donc, c'est une maladie neurodégénérative, une AOA1, avec la mutation du gène donc de l'aprataxine. Alors là, j'ai aussi une vidéo, mais je ne vais pas toute vous la mettre. Je vais essayer de vous l'emmener plutôt, parce que là, il y a tout le syndrome cérébelleux. Euh, et donc, sur l'examen plutôt oculomoteur. Donc là, il était dans une phase où il marchait encore, où il allait encore à l'école, il pouvait encore écrire difficilement, mais c'était avant. Donc là, on voit un battement, un nystagmus, une poursuite saccadée. Dans le regard horizontal. Et puis là, l'apraxie oculocéphalique, hein, quand on lui fait faire les mouvements de la tête. Bon, là, c'est une autre apraxie une autre AOA1. Je pense que voilà, on va aller plus vite. Donc, comme je vous l'ai dit, AOA1, un début précoce entre 2 et 10 ans par une ataxie plutôt progressive, un syndrome cérébelleux. Parfois, il y a un petit intervalle libre, mais souvent, ce sont des enfants qui ont marché, qui ont eu d'emblée une démarche ataxique. Qui peuvent présenter également des mouvements anormaux et une apraxie oculomotrice qui arrive secondairement dans leur évolution. Une atrophie du cervelet, une mutation sur le gène de l'aprataxine et c'est une maladie autosomale récessive. Ils ont des mouvements anormaux. Moi, j'en ai un qui a pas mal de myoclonie et qui sont assez bien calmés par le coenzyme Q10. La OA2, c'est voilà, un tableau assez proche, mais un peu plus tardif, avec une autre mutation qui est sur le gène de la sénataxine, SETX. Ce jeune garçon, donc, lui, présente des mouvements anormaux dont on a déjà parlé aussi, et qui sont les opsoclonies. C'est assez furtif, voilà. Donc là, on voit bien ces mouvements des yeux qui sont très, très particuliers. Souvent, ce sont des enfants qui arrivent dans le cadre d'un tableau d'ataxie aiguë sur une infection, sur voilà, un événement un peu aigu, et puis qu'on traite avec des corticoïdes, qui ont une IRM normale initialement, et quand on les revoit un peu à distance, les opsoclonies deviennent vraiment très très importantes, et alors qu'elles le sont pas tellement au début, euh, et c'est comme ça qu'on arrive à faire le diagnostic. Donc c'est également très rare. Il y a en effet donc une ataxie, un enfant qui est irritable, des troubles du comportement du sommeil et ses opsoclonies. On recherche un neuroblastome qu'on ne trouve pas toujours. On recherche aussi d'autres types de tumeurs qu'on ne retrouve pas toujours. Et malgré le traitement de la tumeur, du primitif, ce syndrome peut évoluer, lui, pour son propre compte. Donc, en effet, il y a un protocole avec des corticoïdes et puis ensuite d'autres traitements immunosuppresseurs si besoin. J'ai pas de vidéo pour la maladie de Friedreich, mais dans la maladie de Friedreich, qui est une maladie
maladie qui est quand même plus fréquente que celle qu'on a vue auparavant. Il peut y avoir également des atteintes oculomotrices. Donc nous, ce sont des jeunes qu'on voit, c'est plutôt une maladie de l'adulte. On voit quand même des jeunes qui démarrent des formes précoces de maladie de Friedreich avec une ataxie cérébelleuse et proprioceptive, parfois un syndrome pyramidal associé dès le départ, une IRM normale et une maladie neurodégénérative qui peut également être une maladie qui va atteindre tous les organes, la gravité étant l'hypertrophie cardiaque, mais on surveille aussi les oreilles, la perte d'audition, la scoliose, le risque de diabète. Donc c'est une maladie un peu multi-organes. Dans les anomalies oculomotrices qu'on peut voir, c'est une fixation instable avec des ondes carrées, un nystagmus. C'est également souvent précoce, mais asymptomatique avant de pouvoir donner des difficultés de vision. Et ça peut être associé à une baisse de l'acuité visuelle. Donc là, la gravité est au niveau voilà, cardiaque. C'est dégénératif au niveau neurologique, hein, mais ce sont des personnes qui peuvent faire des troubles du rythme cardiaque et donc des décès sur ces troubles-là. On a un gène qui est muté, qui est le gène de la frataxine, et il y a très régulièrement des essais thérapeutiques qui sont faits dans cette maladie. Le dernier en cours, le Skyclarys. Je pense que c'est le dernier cas clinique d'une enfant qu'on suit depuis très longtemps, avec un retard moteur noté assez tôt, un suivi ophtalmo en raison d'un strabisme, une IRM initiale normale, une enfant qui a un syndrome cérébelleux statique et cinétique, et puis qui progresse très régulièrement, qui finit par marcher avec un cadre de marche, puis marcher sans cadre de marche. Elle garde toujours une ataxie, mais qu'elle gère bien. Et puis, elle nous rassure plutôt au niveau cognitif parce qu'on la voit finalement rentrer dans les apprentissages, développer un langage, bien apprendre. Et quand on arrive à lui faire une psychométrie, elle n'a pas du tout de retard elle n'a pas du tout de retard intellectuel. Sur son IRM cérébral, donc on voit une atrophie plutôt du vermis antérieur et on la passe du coup dans le PAGEM, pas dans le PAGEM, pardon, dans le panel des ataxies cérébelleuses et on trouve une mutation du gène PIC. Donc une enfant qui évolue plutôt bien, qui est scolarisée au collège. Et donc des signes oculomoteurs qui sont présents, mais moins quand même que chez les autres enfants. Donc, on voit quand même un petit battement, un petit nystagmus, voilà, dans des petits mouvements de la tête, mais c'est plus modéré que chez les autres enfants qu'on avait vus auparavant. Donc là, j'avais retrouvé un tableau un petit peu récapitulatif, mais c'est des études qui sont faites chez les adultes, donc ce sont beaucoup des maladies voilà, qui intéressent les adultes. Bon, il y a quand même la taxite et l'angiectasie pour montrer un petit peu les corrélations qu'il pouvait y avoir entre certaines pathologies et certains troubles oculomoteurs. Donc, SEM, c'est les mouvements des yeux saccadiques. Donc, on voit une corrélation pour le Friedreich, avec également les intrusions saccadiques. Pour l'AOA1, AOA2, il n'y a pas de corrélation qui ont été montrées, ni pour l'ataxie télangiectasie. Donc, conclusion, les atteintes oculomotrices dans les pathologies du cervelet sont finalement fréquentes, souvent précoces, ne sont pas symptomatiques, c'est pas forcément la plainte des parents et sûrement pas celle qui est au premier plan, sauf dans les Joubert où là c'est très précoce et où on nous alerte tout de suite. Mais il faut savoir, nous, en tant que pédiatres, aller les rechercher. De toute façon, dès qu'on a un doute sur une maladie neurologique, on demande une consultation ophtalmo clinique et puis très souvent d'autres examens paracliniques. La corrélation avec le pronostic, j'ai essayé de regarder aussi dans la littérature. On retrouve beaucoup de choses chez les adultes, donc c'est plutôt du neurodégénératif et c'est vrai que voilà, il y a une certaine corrélation, c'est-à-dire que quand il y a une aggravation motrice, souvent il y a une aggravation aussi des troubles de l'oculomotricité.
Mais ce ne sont pas, dans les échelles qu'on utilise, ce sont plutôt des échelles motrices, la SARA, notamment, et l'ICARS. Il y a pas tellement de surveillance des mouvements oculomoteurs. C'est moins décrit pour les pathologies congénitales parce que, comme par exemple le Joubert ou les rhomboencéphalosynapsis, souvent on a l'impression que la sémiologie passe au second plan en grandissant, que soit les enfants s'adaptent, soit c'est moins invalidant. Euh, voilà, d'où la question aussi de la rééducation orthoptiste, parce qu'on se la pose très souvent. On demande très souvent des bilans. Je sais pas, Lydie, tu me rediras, mais on est souvent finalement assez déçus des retours parce que on a l'impression que l'enfant finit par s'adapter et à faire un peu à prendre ses positions compensatrices tout seul. Et bien sûr, je ne parle pas des aménagements pédagogiques qui sont mis à l'école, qui sont mis en place à l'école et là qui sont vraiment importants. On le disait tout à l'heure, un pupitre surélevé, surligné, en couleur, les lignes, etc. Mais la rééducation chez les ataxies congénitales, on les fait souvent et j'ai souvent des retours assez mitigés. Donc voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait l'orthoptiste, la troisième intervention, mais on l'aura pas malheureusement ce soir pour avoir le retour vraiment des rééducateurs. Voilà, juste pour vous rappeler qu'il y a la Société française de neuropédiatrie en janvier sur Lyon. Et merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Christelle, pour cette présentation et tous ces beaux techniques. Non, je vois pas de questions dans le chat, en effet. Hop, on peut s'arrêter là, sachant que la présentation est enregistrée, sera bien diffusée. Donc, merci aux deux intervenantes. Oui, un grand merci à toutes les deux. C'était très clair, très passionnant. Donc, sachez que voilà, ça sera rediffusé sur la chaîne YouTube et on enverra le lien de la vidéo complète d'ici la semaine prochaine, peut-être un petit peu plus tard, comme il y a le deuxième webinaire de novembre qui enchaîne dans 15 jours. Donc, peut-être qu'on fera un package avec les deux. Parce que oui, il y a le réseau Prador qui fait son webinaire dans 15 jours, comme on avait dû décaler certaines dates. Donc pour ceux et celles qui sont connectés ce soir, n'hésitez pas à vous inscrire pour celui de dans 15 jours. Donc voilà, je sais pas si Didi veut le mot de la fin. Non, bah, merci à tous surtout. Ouais, merci pour votre présence. Très bonne Mm. soirée. Et puis à dans 15 jours pour ceux et celles qui seront connectés. Merci, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Merci Au à toutes et revoir. Bonne soirée. tous. Au revoir.